Je ne puis pas vous laisser partir, vous êtes trop jeune pour vous promener seul, et la montagne est très dangereuse. » Roselyne essaya en vain de protester, sa geôlière fut inflexible. Décidément, la vie était de plus en plus délicieuse dans ce funèbre manoir. Heureusement que d'ici 2 jours au plus tard, il disparaîtrait de nouveau à l'horizon. Réconfortée par cette pensée, Roselyne regagna sa chambre, et elle aperçut tout de suite une lettre portant son nom qu'on avait posée sur la table. Elle déchira l'enveloppe et n'y trouva qu'un papier signé d'une pervenche. « Mademoiselle, ne retournez pas à Versailles. Il faut que vous restiez à la solitude, dans votre intérêt. » Les 2 derniers mots étaient soulignés, et Roselyne demeura perplexe. Elle ne voyait pas du tout pourquoi elle devait s'enterrer à la solitude, ni comment elle pourrait forcer son tuteur à la garder. Une journée passa, et l'aube apporta une dépêche qui jeta les Verriaux dans le plus complet désespoir. Madame Roisin ne pourrait pas recevoir Roselyne, car son fils avait la scarlatine. « Eh bien, déclara M. Verriaux, vous resterez ici. Mais, comme nous sortons tout le temps, c'est Ernestine qui vous surveillera. Le matin, vous traduirez les fables de La Fontaine en anglais, et le soir, vous les apprendrez. Après le dîner, vous raccommoderez vos bas. Cela vous fera beaucoup de bien. Vous prendrez l'air dans le jardin, c'est très suffisant. » Roselyne n'essaya pas de discuter, sachant que c'était inutile. Mais elle devina que ces étranges devoirs ne seraient pas souvent lus, et cela la rassura. La vie s'annonçait monotone, mais elle en prit son parti. Les gardiens s'arrangeaient toujours pour s'en aller lorsqu'elle dormait encore, ou lorsqu'elle était dans le jardin. Ils disparaissaient subrepticement, et quelquefois restaient absents toute la journée. De plus en plus méfiante, Roselyne les surveillait autant qu'elle le pouvait. Un après-midi, alors qu'elle lisait dans sa chambre, elle distingua une voix nouvelle qui montait du rez-de-chaussée, une voix qu'elle l'avait déjà entendue quelque part. Elle bondit, et se heurta contre une porte close. Oui, on l'avait enfermée à clé, comme un bébé mis en pénitence. Furieuse, elle envoya dans le battant des coups de pied énergiques, mais personne ne vint, et on ne la libéra que le soir. Elle se retrouva avec ses 3 compagnons habituels qui ne parlèrent de rien. Mais dans la boue de la petite cour, elle aperçut l'empreinte de larges souliers à clous qui n'appartenaient sûrement pas à son tuteur. Quel était donc le visiteur qu'on n'avait pas voulu lui faire voir? Peut-être bien ce monsieur Perrier, pourvu de si beaux cheveux roux, qui avait affirmé avec une rare énergie que les Verriaux avaient quitté la solitude? Était-ce pour faire partir plus vite Roselyne? Mais on s'ingéniait à lui rendre l'existence odieuse. Lorsqu'elle était seule, sous prétexte d'économie, Ernestine ne lui donnait pour déjeuner qu'un peu de pain, un verre d'eau et quelques noix. Roselyne sentait son courage faiblir et adressait à Dieu des prières désolées. Mourir de faim ou d'ennui, voilà les 2 perspectives qui l'attendaient à la solitude, si le ciel ne la prenait en pitié. Un soir, la vieille bonne grogna. « Ni monsieur ni madame ne rentreront aujourd'hui, et je n'ai rien à vous donner qu'un peu de pain. » Ce pain était si dur que Roselyne dut se passer de dîner et monta tristement dans sa chambre. Elle poussa la porte d'un geste là, sachant bien que sa chambre, où l'on ne faisait pas le moindre feu, serait froide et morne comme les autres soirs. Elle savait aussi qu'à la maigre lueur de sa bougie, elle ne pourrait pas même lire. Mais soudain, elle poussa un cri de joie et demeura extasiée devant le spectacle qui s'offrait à elle.